Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, j'ai un petit peu la voix empâtée, c'est normal, je sors d'une grosse grippe, vous allez le voir dans le vlog qui sort je ne sais quand. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture, le premier du mois de la fantasy, et aujourd'hui je vais avoir 4 livres à vous présenter. D'ailleurs vous l'avez remarqué, j'ai changé de tête, j'ai coupé et j'ai fait du rouge, j'adore les cheveux rouges, alors ça tourne un petit peu au roux par moment, mais voilà, je trouve que ça me va super bien, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour flatter mon ego. Dans ce point lecture, nous allons avoir le tome 11 de L'Épouvanteur de Joseph Delaney, le tome 1 de la saga Vampire Lycan Gargouille de Laurent Donner, le tome 1 Drantos, le tome 3 de la saga Redwood de Carrie Ann Ryan, et le tome 2 de Married to Magic de Elise Covan. On va commencer tout de suite avec le tome 11 de la saga de l'Épouvanteur. Il y a des petits trucs sur le livre. Il s'agit du pacte de Slitter de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Alors dans ce tome, on ne va pas suivre Tom et son maître et Alice, donc le trio qu'on suit depuis le début. Cette fois-ci, on va suivre Slitter. Alors Slitter, c'est un Kobalos. Voilà, je cherchais. On n'est pas dans le comté, on est dans un pays au nord du comté. Voilà, le comté c'est là où vit Tom et son maître. Là on est dans un autre pays différent. Et en fait Slitter est une bête qui contrôle des humains pour se nourrir de leur sang. Sauf que dans son territoire, on va dire, il y a un humain, donc un fermier, qui a passé un pacte avec lui. Tant qu'il serait vivant, il lui donnerait du sang de bœuf et à la place il ne touchait pas ses filles. Et le jour où il serait mort, Slitter a le droit de prendre la plus âgée comme esclave et les deux plus petites de les amener en sécurité. Sauf qu'un jour, le père de ces jeunes filles va mourir et Slitter va se retrouver en charge de leur protection. Et en fait, on va suivre à travers ce tome les péripéties de Slitter, Nessa et ses deux sœurs. Donc Nessa qui est l'aînée. J'ai oublié le nom des deux petites d'ailleurs pour être très honnête. Donc on va suivre les péripéties de Nessa et Slitter à travers le pays qui est à la fois dangereux pour Slitter et pour les jeunes filles. Donc voilà. Donc là, je pouvais vous faire un résumé parce que il pourrait pas se lire sans... Je fais bouger la caméra, je suis vraiment conne. Il pourrait pas se lire sans avoir lu les autres tomes, même si on rencontre des personnages qu'on n'a jamais vus avant, on est dans un autre pays, dans une autre temporalité, mais on a quand même un personnage de la saga, enfin du reste de la saga qui vient dans l'histoire. On sait pas ce qu'elle fait là, mais c'est un de mes personnages préférés en plus de ça, donc j'étais vraiment très heureuse. Je crois que le prochain tome, on retourne sur Tom et l'épouvanteur, mais je pense qu'on va revoir Slitter et Nessa tout au long tout au long de la saga encore, parce qu'il y a des promesses, on va dire, faites pour la suite de la saga. On laisse sous-entendre en fait qu'on va les revoir. Moi, je pense très sincèrement qu'on va les revoir. Il y a une espèce de... Il y a un lien bizarre entre les deux, de type magique, je pense. Et du coup, j'ai vraiment hâte de les revoir parce que j'ai beaucoup aimé ce tome. Voilà, on va passer à la vie parce que le résumé est un peu court, mais c'est une suite de saga donc c'est compliqué de vous résumer les 10 premiers tomes. Voilà. J'ai vraiment aimé le fait qu'on sorte des personnages habituels, ça fait vraiment un petit élan de fraîcheur, sincèrement. Parce que du coup, on a l'impression que la situation de Tom est peut-être pas irréparable, mais voilà, est compliqué. Le fait d'être avec d'autres personnages, ça apporte un petit élan de fraîcheur, mais c'est toujours aussi sombre. Franchement, on parle de torture, on parle de meurtre, on parle... Voilà, c'est l'épouvanteur. C'est pas non plus fait pour n'importe qui. Si vous avez une certaine sensibilité, peut-être ne le lisez pas. C'est assez noir, hein, l'épouvanteur, c'est pour ça qu'il y a marqué « Attention, histoire à ne pas lire la nuit ». C'est glauquissime, mais voilà. J'ai juste pas aimé Nessa à certains moments. C'est beaucoup le propre des personnages féminins qui ne sont pas du monde magique dans l'épouvanteur, je trouve. C'est qu'en fait, elles ne cherchent pas à comprendre pourquoi est-ce que Slitter fait ça. Il y a un manque de mise à la place de l'autre. Alors oui, c'est un monstre et tout ça, mais elle est très... C'est forcément lui le méchant, enfin très, comment on pourrait dire, binaire dans sa vision des choses. Et j'avoue que ça m'a un petit peu dérangée parce que ça m'énerve, le fait d'être binaire, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'était fait exprès parce que clairement il y a dans cette saga, c'est une saga un petit peu médiévale, donc un côté religion, c'est normal qu'elle réfléchisse comme ça, mais quand même, j'aime pas trop les visions binaires dans le livre. Après je pense que c'est fait sciemment, que le but est que Nessa, voilà,
c'est pas une romance, hein, donc Nessa qu'elle le déteste, on s'en fout, c'est pas ça la question. Mais voilà, j'aime pas cette vision binaire, elle pourrait quand même essayer de comprendre les choses parce que le monde des humains est loin d'être tout beau tout rose aussi, donc voilà. Ça m'a un petit peu gonflé, mais ça n'a pas gêné ma lecture pour autant. Et surtout, on rajoute des créatures à notre bestiaire, parce que du coup, là nous sommes au nord du comté, région où on n'est jamais allé, mais vraiment jamais allé. Et du coup, on va découvrir ces espèces de monstres mi-loups, mi-humains, vous voyez là, qui ont des pouvoirs très particuliers, donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça, je vous en dis pas plus. Mais en gros, les koalas, oui, c'est mi-loup, mi-humain, pas un loup-garou, mais voilà, ils peuvent changer d'apparence, tout ça, c'est des mages, enfin. Voilà, c'est une véritable société qu'on découvre à travers ce tome, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit élan de fraîcheur qui m'a permis de bien démarrer mon mois de la fantaisie. Ensuite, un coup de cœur, vraiment pour le coup, un vrai coup de cœur, Une danse avec le prince Faé de Elise Kova chez Big Bang, donc c'est le tome 2 de Married to Magic. C'est comme ça que s'appelle la saga, je savais même pas. En gros, dans ce tome, nous allons suivre Katria. Katria, elle a perdu son papa, donc son papa était négociant en mer. Elle a aux alentours de 17 ans, je me souviens plus exactement. C'est une jeune adulte. Son père était négociant en mer et en fait son bateau n'est jamais revenu, donc on se doute bien qu'il est mort. Elle a une belle-mère et deux demi-sœurs. On pense évidemment à Cendrillon, moi je l'ai de suite vue. Et sa belle-mère, bien évidemment, on va lui faire toutes les tâches de la maison. Voilà, pourquoi est-ce que je parlais de Cendrillon? Et en fait, Katria est en âge de se marier, donc elle va être mariée au mystérieux seigneur Fenwood. Oui, c'est ça. C'est Fenwood, oui. Le seigneur Fenwood, en fait, personne n'en a jamais entendu parler. Et surtout, c'est même pas lui qui va venir la chercher chez ses parents, c'est son domestique. Donc, Katria, elle se dit qu'il y a quelque chose de bizarre, et puis surtout, ses sœurs, enfin une seule, parce qu'il y en a une qui est très très mignonne avec elle, c'est Laura, et son autre sœur, j'ai oublié son prénom parce que elle mérite pas qu'on se souvienne de son prénom, je crois que c'est Wendy. Son autre sœur, elle se réjouit parce que le seigneur Fenwood, c'est à tous les coups, c'est un vieux qui veut pas se montrer parce qu'il veut pas faire peur à une petite jeunette. Voilà. Sauf que Katria, elle va arriver dans un manoir où elle a le droit de circuler, sauf à certains moments de la journée et dans certaines parties du manoir. Donc déjà, elle se dit, c'est bizarre. Elle ne voit absolument jamais son mari, donc c'est-à-dire qu'ils se sont même pas mariés, c'est vraiment la signature du contrat signe le mariage. Elle ne le voit jamais, c'est-à-dire que quand elle ne mange jamais avec lui, quand ils se retrouvent souvent... ils se retrouvent souvent, comment on appelle ça? Dans un espèce de salon, leurs fauteuils sont dos à dos. C'est la première à rentrer, c'est la dernière à sortir pour qu'elle ne le voit pas. Et elle se dit, mais en fait, il doit être horrible. Sauf que, à travers ces petits échanges nocturnes, elle commence à bien l'apprécier. Mais elle se dit, c'est horrible, je pourrai jamais le voir. Enfin, elle commence à bien l'apprécier, mais elle ne pourra certainement jamais le voir. Donc voilà, il y a un peu cette ambiguïté là aussi. Et un jour, alors qu'elle veut faire du jardinage, elle se fait attaquer par un faille. Parce que elle est à la lisière de la frontière avec les faillets et elle n'en revient pas parce qu'elle pensait que c'était des créatures un petit peu, comment on appelle ça? Imaginaires pour faire peur aux enfants, tout ça, tout ça. Et donc elle va se faire attaquer par ce fameux faillet, tout ça, tout. Voilà. Et un soir, elle décide de contrer les interdictions qu'elle a et de sortir du manoir alors que ça lui était complètement interdit. Elle va tomber sur un rituel très particulier et en fait elle va, sans faire exprès, faire échouer ce rituel et être propulsée directement dans le royaume des failles. Parce que, en fait, en interrompant le rituel, elle a récupéré les pouvoirs qui étaient censés aller à l'héritier du royaume, je vous en dis pas plus. Et donc elle va se retrouver dans les conflits politiques qui incombent au royaume des faillés parce qu'elle est désormais la porteuse des pouvoirs qui sont les pouvoirs de la royauté. Et donc ce livre va être une quête pour essayer de redonner au roi légitime ses pouvoirs contre un roi tyran, un tyran qui a usurpé le pouvoir tout simplement. Mais il faut savoir une petite chose qui n'est pas précisée dans le résumé mais on l'apprend très vite donc moi j'ai envie de vous le dire. Katria, elle a un espèce de don. Quand elle ment, en fait, elle a le goût de sang dans la bouche et quand quelqu'un lui ment, elle a un goût de fumée. Elle sent la fumée. Elle possède ce genre de pouvoir. Donc voilà, elle le cache un petit peu à tout le monde parce qu'elle a pas trop envie de montrer qu'elle a des espèces de pouvoirs. Donc elle est balancée à la fois entre eux, elle a des espèces de pouvoirs et elle ne connaît rien du Mythscape. Le Mythscape, c'est tout ce qui est les créatures légendaires. Donc voilà, elle va être propulsée là-dedans et nous on va la suivre dans cette tentative de sauver le royaume des failles, simplement. J'ai juste
adoré ce livre, je l'ai lu en une soirée, je l'ai vraiment dévoré, il fait quand même 400 pages, c'est un beau bébé, enfin pour une seule soirée, il est quand même balèze. C'était un page turner. C'était la romance, c'est étude romantasy, donc la romance entre les deux personnages était absolument magnifique. Douce, mignonne, qui ne prend pas du tout le pas sur le côté politique et le côté fantasy en fait. Le côté fantasy. Parce que en fait on était vraiment au cœur du royaume, on n'était pas dans la relation entre les deux personnages, on était dans les problèmes du royaume, dans l'organisation, la découverte d'une nouvelle société. J'ai adoré aussi la métaphore avec la danse. L'image avec la danse est juste magnifique. D'ailleurs, la couverture est un des passages du livre et je trouve ça très très joli. Donc moi je l'ai un petit peu interprété comme une espèce de réécriture de Cendrillon avec par-dessus de la fantaisie. C'est que le début en soi. Parce qu'après, il n'y a pas d'histoire de Marie de la Monne Fée, de citrouille ou que sais-je. Non. Mais voilà, le début me faisait beaucoup penser à Cendrillon quand même et c'était assez drôle. Et puis la suite, peut-être La Belle et la Bête. Voilà, c'était un petit peu un mix des deux. La fin, concernant la fin, je m'y attendais, mais pas comme ça. Ça a été super bien amené parce qu'on s'y attendait tous. Enfin, moi je m'y attendais en tout cas dès les premières pages, pour être très honnête, parce que j'ai tendance à beaucoup rationaliser ce que je lis, donc souvent ça donne ça. Et on s'y attendait, mais c'est vrai que ça a été super bien amené parce que du coup, ça a été fait d'une manière très naturelle et ça faisait pas du tout artificiel. Donc franchement, ça aussi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est une de mes sagas vraiment préférées, justement pour ce côté romantasy ok, mais on garde l'aspect politique. Ça c'est super parce que le nombre de romantasy où en fait c'est plus des new romances avec un petit peu de magie dedans, je... Oui, souvent c'est sympa, mais là c'est vrai que l'univers est tellement riche. Pourquoi se concentrer uniquement sur la romance? Là, c'est très bien, on se concentre sur l'univers et la romance passe un petit peu au second plan, mais est quand même présente et quand même alimentée, donc voilà. Franchement, super livre, coup de cœur, je vous conseille cette saga, mais très chaudement si vous aimez la romantasy, mais que vous aimez plus la fantasy que la romance. C'est-à-dire que la romance ne prend pas non plus totalement le pas sur la fantasy, et ça j'aime beaucoup. Ensuite, donc j'ai lu le tome 1 de Vampire, Lycan et Gargouille Drantos de Laura Donner chez Milady. Alors, dans ce livre, on va suivre Dusty et Brat, donc qui sont deux sœurs, et Bat, pardon, pas Brat, n'importe quoi. Dusty et Bat, donc qui sont deux sœurs qui doivent se rendre chez leur grand-père, donc elles vont prendre l'avion. Et en fait, depuis l'aéroport, Dusty, elle remarque qu'il y a deux mecs un peu chelous, des armoires à glace en fait, qui les suivent. Et elles vont se retrouver donc dans l'avion avec eux, et tout d'un coup ils vont aller les voir, ils vont lui dire attention, l'avion va se cracher. Ils se crashent en Alaska, elles ne sont pas beaucoup heurtées parce qu'en fait les deux armoires à glace ont amorti le choc. Et en gros, ces deux mecs qui sont... pardon, je vous fais un fuck, c'est pas fait exprès. Ces deux mecs qui sont Drantos et Craven, qui sont des vampilicans. Je sais plus, bon, ils sont vampires et licans, voilà. Et vont leur expliquer qu'en gros, si elles doivent rejoindre leur grand-père, c'est parce que leur grand-père est un espèce de tueur sanguinaire, vampiliquant lui aussi, et qu'il veut les utiliser pour déclencher une guerre civile interespèces. Alors, nous on suit Dusty dans ce tome, Dusty, elle le prend Drantos pour un taré, elle dit mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Et elle pense que Drantos est fou, tout simplement, elle le dit à multiples reprises. Et en fait, à un moment donné, elle va être plongée au cœur de ces histoires et elle va enfin comprendre que peut-être on lui a pas tout dit sur sa naissance, on lui a pas tout dit sur qui elle était. Et donc elle va devoir survivre aux côtés de Drantos et parvenir à comprendre en fait ce qui se passe autour d'elle et pourquoi son grand-père veut utiliser, pas elle, il veut utiliser que sa sœur parce que Dusty il la trouve un peu nulle, donc il veut utiliser que Bats, sauf que Dusty elle veut pas, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça va être un petit peu, on arrive en plein milieu d'une guerre interespèce, enfin d'une menace, parce que la guerre n'est pas encore déclenchée, mais d'une menace en tout cas. Et quoi dire sur ce livre? J'ai bien aimé, c'était pas une lecture incroyable, mais c'était pas mal. C'était vraiment très très tourné vers le côté politique, le côté diplomatique, le côté politique, tout ça, tout ça. C'était assez compliqué à suivre. Et du coup, en fait, il y a plein de moments où Dusty regarde Drantos et lui dit attends, tu peux me redire qui sont qui?
et du coup ça aide le lecteur. C'est amené, je trouve, on se doute que c'est parce que l'auteur trouve que c'est pas assez clair ou qu'on lui a dit que c'était pas assez clair, mais du coup le fait que Dusty le redemande permet au lecteur de le revoir, et c'est pas non plus, moi je trouve ça pas mal fait. Franchement il y a pire comme manière de l'amener, parce que c'est dans la situation, dans le contexte, c'est relativement bien amené. Il y a un truc enfin, un truc qui m'a gonflé aussi, c'est Dusty. J'ai un problème avec les personnages féminins, mais j'ai l'impression que les auteurs, pour leur donner du caractère, il faut les faire insupportables. Sauf que non, je suis désolée, Katria, c'était une très très belle héroïne, elle était pas insupportable. Voilà. Elle est vraiment, mais genre, presque, presque intolérante, presque bête en fait. Enfin, genre, moi je sais tout, j'ai tout vu, alors qu'elle démarre dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout, et je déteste ça parce que vraiment, à aucun moment, elle ne se remet en question. Ça me gonfle. Tu ne sais pas tout, tu n'es pas Einstein, tu n'as pas la science infuse, remets-toi en question 2 minutes. Voilà, c'est juste. Ça m'a gonflé. Sincèrement, en plus de ça, franchement, c'est de la bitlite vue et revue. Je sais pas si je continuerai pour être très honnête, parce que clairement, ça m'intéresse pas beaucoup. Franchement, c'était long, c'était super long. Je pense que les 500 pages, c'est sur 3 jours. C'était super long, mais un truc à mourir. La traduction, c'est un peu une catastrophe, c'est-à-dire que c'est son compagnon, donc il se passe des choses. Elle l'appelle mon grand. C'est sa grand-mère? C'est quoi? C'est sa maîtresse? Il est à l'école? Mon grand. Je ne comprends pas. Et j'ai lu juste après un autre livre traduit par ce même traducteur, Mon grand. Il y a quand même des milliards de façons de traduire des surnoms affectifs en français. On est réputé pour être la langue de l'amour. On sait dire l'amour de plein de façons différentes. Il faut qu'ils choisissent Mon grand. Ça casse tout. C'est vraiment... Tu rentres dans le délire avec eux, genre oh ils sont mignons, tout ça. Mon grand. C'est horrible, ça casse tout. Donc voilà, je sais pas si je continuerai parce que c'était un peu un fiasco, c'est hyper kitsch, c'est super long, le côté politique j'y comprends que dalle, donc voilà, j'ai lu le tome 1, mais peut-être que la saga, j'ai vu qu'il y avait un tome 11, je pense que j'y arriverai pas jusque là. Et enfin, le tome 3 de Redwood de Karian Ryan chez Lily, donc ça c'est ma toute dernière lecture, donc c'est relativement frais dans ma tête. On va suivre Adam. Adam, c'est l'exécuteur de la meute Redwood. Il y a 20 ans, je crois, il a perdu sa femme et sa fille. Donc sa femme était enceinte de sa fille. Et depuis, c'est une coquille vide. Donc c'est une carapace et une coquille vide. C'est vraiment tout pour plaire. Sauf que il a rencontré... elle est où? Bay. Il a rencontré Bay une seule fois. Mais cette rencontre va avoir des conséquences et sur la meute Redwood et sur le combat qu'il mène contre la meute Reyes. Je peux pas vous en parler plus parce que c'est un tome 3, donc on a déjà suivi pas mal de le combat contre la meute Reyes. Moi ça faisait très longtemps que j'avais pas ouvert un tome de Redwood, mais c'est pas grave. Bay et Adam se sont rencontrés une seule fois, et cette rencontre a des conséquences, et ces conséquences vont pousser Adam à devoir se confronter pleinement à l'avenir, parce qu'il n'a plus le choix. Et on va aussi avancer dans la guerre avec les Reyes, tout simplement. J'ai bien aimé, je peux pas vous résumer plus en fait parce que le problème c'est que c'est un tome 3, je vais pas tout vous spoiler pour vous résumer ce tome là. Donc c'est très sommaire mais lisez le tome 1. Voilà. C'était une bonne lecture, franchement. Il y a en fait un trope que j'ai beaucoup aimé qui n'est pas dans le résumé et que je ne vous ai pas donné parce qu'on le découvre en même temps que les personnages et je trouve ça trop bien. Donc voilà, je ne vous le dis pas, même si en fait c'est dans le chapitre 1. Je crois même que c'est dans le prologue. Non, dans le chapitre 1, c'est dans le chapitre 1. C'est à la page 10 peut-être. Mais je ne veux quand même pas vous le dire parce que je veux que vous ayez la surprise si vous comptez commencer cette saga et lire ce tome-là. La surprise a d'ailleurs été super bien amenée parce que jamais je ne m'en suis doutée, même en lisant le résumé. Maintenant que je le sais, oui, les indices sont disséminés. Mais même en lisant le résumé, jamais je me suis dit « Ah putain c'est ça ». Pas du tout, donc super bien amené. Les deux personnages, enfin le couple est très mignon, mais putain qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Il y a des fois, ils ne réfléchissent pas, mais vraiment pas du tout. On dit que l'amour rend aveugle, moi je pense que l'amour rend con, parce que là c'est grave. Il y a des fois, je me disais, mais personne ne réfléchit comme ça dans la vraie vie. Personne, enfin, quand même. Ils m'ont vraiment énervé tout le roman, parce qu'ils sont bêtes, ils ne réfléchissaient pas, et du coup ça crée des quiproquos. Mais du coup, ça passe un petit peu pour une faiblesse scénaristique parce qu'il faut des situations débiles comme ça pour créer des quiproquos et donc créer des embrouilles dans le couple. Je pense qu'ils avaient pas besoin de ça, franchement. Mais du coup, c'est un schéma narratif qui réutilise des trucs basiques du type, à un moment donné, en gros, il discute avec quelqu'un et la Bae ne reste pas jusqu'au bout de la discussion et du coup, elle prend
Elle prend premier degré ce qu'il est en train de dire et du coup elle est vexée. Voilà, ça m'énerve. C'était pas nécessaire de rajouter ça pour créer un quiproquo supplémentaire. Franchement, ils avaient déjà assez de problèmes à eux deux pour éviter de créer des quiproquos, sincèrement. Donc voilà, c'était un exemple parmi tant d'autres, mais du coup ça fait que le schéma narratif est super basique, c'est vraiment le truc de base. Et en même temps il est très court, j'ai l'impression qu'on a juste voulu faire un tome sur Adam pour s'en débarrasser parce qu'il y a plus intéressant après, et je veux bien le croire, mais en même temps B va être un élément clé dans cette guerre, donc je suis mitigée entre on a voulu placer B pour créer un truc, et on a voulu expulser Adam en fait, parce qu'il est rikiki, et comme je vous l'ai dit, la création de quiproquo était peut-être pas hyper nécessaire. Mais en vrai, c'était quand même une lecture sympa parce qu'elle était super courte, elle était assez légère. J'ai trouvé, franchement, il n'y avait pas de trop grosses prises de tête. Donc voilà, je continuerai la saga. Mais je pense que ce tome était soit inutile, soit trop peu travaillé parce que clairement, c'est ce schéma narratif pas très imaginatif pour être très honnête. Voilà, ça m'a un petit peu déplu quand même et ça m'a un petit peu pété ma lecture. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même bien aimé ce tome, même si ça reste pas mon préféré. Mais voilà, c'est pas grave. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'aime beaucoup tourner des points lecture parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas tourné. Là c'est mon deuxième depuis le début de ma reprise. J'ai d'ailleurs bientôt fini les cours, dans une semaine tout pile, je suis en grandes vacances. Donc voilà, ça va me faire vraiment du bien, je peux vous l'assurer. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, de très bonnes révisions, de très bons concours, examens, tout ce que vous voulez. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!